Notre voyage se poursuit plus au nord, vers les hauts plateaux de Dongvan. Un train de nuit nous conduit de Hanoï à Lào Cai, tout près de la frontière chinoise. Nous la suivrons jusqu'à Baolac, avant de redescendre vers Ba Bê. Cette région offre des paysages grandioses. Là, les pitons calcaires culminent à plus de 2000 mètres. Ces hauts plateaux karstiques, arides et difficiles d'accès, ont servi de refuge à de nombreux groupes ethniques qu'on retrouve aussi en Chine. C'est précisément pour les rencontrer que nous avons pris ces routes de montagnes tortueuses, ces sentiers escarpés. À chaque fois, nos efforts ont été récompensés par un panorama ou une rencontre inoubliable. Le marché de Kanpo se tient tous les samedis. Celui de Baka, c'est le dimanche. C'est là que nous avons notre premier contact avec les minorités ethniques. Et il est pour le moins coloré. Les marchés montagnards sont des lieux d'échange, de sociabilité et de divertissement pour les populations locales. On reconnaît aisément les monks-fleurs, appelés aussi monks bariolés, en raison des couleurs chatoyantes des tenues des femmes. Chaque ethnie se distingue par son costume, sa coiffure et d'autres subtilités vestimentaires. On croise des Fula, des Thai, des Ao. La profusion d'étoffes est un régal pour les yeux et une manne de forme et de lumière pour nos objectifs. On ne s'en lasse pas. Tout ce qui est produit à la ferme ou indispensable à la vie quotidienne est vendu au marché. Dans ce décor montagnard superbe, nous n'aurons aucune difficulté à trouver le buffle qu'il nous faut. À moins qu'on lui préfère un autre animal de compagnie. On vient aussi pour faire la fête. On retrouve des amis, on mange ensemble, on boit un coup. On y fait des rencontres. Les jeunes filles rivalisent de toilettes pour se faire remarquer des garçons. Lorsque l'un d'eux tombe sous le charme, il invite la jeune fille à venir passer 3 jours et 3 nuits dans sa famille pour mieux se connaître. Si la jeune fille est conquise, elle laissera un objet personnel au garçon. Ils fixeront un rendez-vous pour qu'il vienne l'enlever chez ses parents et un mariage s'ensuivra. Enfin, c'était comme ça avant. Nous ne résisterons pas à l'envie de rapporter une de ces petites sacoches minutieusement travaillées. Quittons le marché pour gagner la maison de notre hôte. Monsieur Fong habite un village retiré aux alentours de la ville. Il vit dans la vallée comme toutes les familles de l'ethnie Thaï. Les villages monks sont plutôt situés en haut des montagnes. Quant aux villages Zhao, on les trouve à mi-hauteur.
Dormir chez l'habitant est le meilleur moyen pour découvrir comment vivent les gens dans la campagne. Dans la maison de Monsieur Fong ou chez Monsieur Pa, on soigne le confort du voyageur. Certains hébergements sont plus rustiques. Mais dans tous les cas, on est bien accueilli. On participe parfois à la préparation du dîner. C'est l'occasion d'inviter cousins ou voisins, et l'alcool de riz aidant, la soirée se termine souvent tard. Au petit matin, le village s'anime. C'est la fin octobre. Le riz est mûr, les épis sont gorgés de soleil. Tout le monde s'active dans les champs. La récolte sera bonne. La route qui conduit vers le haut plateau de Dongvan est chaotique. Difficile à entretenir dans cette région montagneuse, elle prend parfois l'allure d'une piste. Mais le spectacle en vaut la peine. Nous comprenons vite pourquoi ce site géologique a été classé géoparc par l'UNESCO en 2010. C'est dans cet étonnant décor que se cache le palais de l'ancien roi Mong. Ce notable local s'était autoproclamé roi et régnait sur un vaste territoire, où le pavot poussait en abondance. Son unique descendant, ami très proche d'Ho Chi Minh, fit don au gouvernement du palais et de sa fortune, qui s'élevait quand même à plusieurs tonnes d'or. Depuis, les champs de pavots ont été remplacés par la culture du sarrasin. Dans ces montagnes, les terres cultivables sont rares, et les conditions d'existence sont rudes pour ces populations montagnardes qui ont le plus souvent remplacé le riz par le maïs. Du petit bourg de Dongvan, nous partons vers des contrées encore inaccessibles il y a une cinquantaine d'années. Cette voie d'accès, ouverte dans les années 60, porte le doux nom de Route du Bonheur. Il a fallu le courage de 20 000 ouvriers pendant 5 ans pour ouvrir le col de Mapi Leng. On dit que certains sont restés 11 mois accrochés à la falaise. À 2000 mètres d'altitude, le regard plonge vers le ruban d'argent que dessine la rivière No Khe, 800 mètres en contrebas. C'est le canyon le plus profond d'Asie du Sud-Est. La frontière avec la Chine se dessine quelque part au milieu de ce décor grandiose. Les populations qui y vivent sont les mêmes de part et d'autre. Quelques centaines de familles Miao ont migré vers ce massif karstique désolé du nord Vietnam. Il y a 200 ou 300 ans, ici on les appelle des Hmong. Ils se différencient en Hmong noir, Hmong blanc et Hmong fleuri, ceux que nous avons déjà rencontrés au marché.
Les villages sont dispersés dans de minuscules vallées au pied des pitons calcaires. Les voyageurs sont encore rares et notre arrivée ne passe pas inaperçue. Chaque ethnie a sa propre langue, mais à l'école, les instituteurs viennent de la ville. On apprend le vietnamien aux enfants dès leur plus jeune âge. C'est une méthode d'intégration efficace. La proximité de la frontière chinoise et la pauvreté extrême de ces populations rendent les femmes de ces territoires particulièrement vulnérables au trafic de toutes sortes. Elles possèdent pourtant un atout inestimable. Elles maîtrisent parfaitement la culture et le tissage du chanvre. Depuis 2008, grâce au concours de l'association française Batik International, elles ont su valoriser ce savoir-faire ancestral en créant des coopératives dans les villages de Lung Tam et Cam Thi. Mai est à l'origine de la coopérative. Elle brode depuis l'âge de 10 ans et transmet aujourd'hui son savoir-faire aux femmes du village. Son dynamisme et son sens du contact font d'elle une excellente ambassadrice des femmes Hmong. Avec elle, le projet Minorités ethniques et artisanat est en très bonne voie. Soudain, au détour d'un chemin, une bande de joyeux lurons surgit d'on ne sait où. Où vont-ils? Que font-ils? Rien d'extraordinaire, ils démontent simplement une maison pour la reconstruire plus loin. Au fur et à mesure qu'on descend dans la vallée, les rizières sont de plus en plus présentes, jeux d'ombre et de lumière. Le soleil et la brume se disputent ces espaces infinis. Les épis ondulent sous la brise et entraînent hommes et femmes dans un somptueux ballet. La campagne est belle sous le soleil. Les coulées blondes qui surgissent derrière un piton rocheux ou à l'orée d'une forêt dessinent un tableau à chaque instant renouvelé. Le chemin qui surplombe le lac Babé est un régal pour les yeux, un peu moins pour les mollets. Les garçons qui rentrent de l'école nous accompagnent jusqu'à leur village. Ils sont aussi prompts à nous devancer sur le sentier qu'à grimper aux arbres, nous cueillir quelques fruits. Harassés par une longue journée, parents et enfants rentrent à la maison. Avant que les esprits ne prennent possession des lieux, nous traversons le lac pour rejoindre notre gîte. Monsieur Pa nous y attend. La dernière étape de notre séjour va nous conduire chez une ethnie méconnue jusqu'à ce que la télévision braque ses projecteurs sur elle en 2010.
les lolos noirs. Nous étions curieux de voir l'impact d'un tel événement sur la vie des habitants. Avec une logistique moins importante que pour France 2, nous avons pu y passer 2 jours et 1 nuit. Depuis l'émission Rendez-vous en terre inconnue, le village est fréquemment visité par des groupes de touristes, moyennant un droit d'entrée de 1 euro. Monsieur Haï est le chef du village. Il a 54 ans. Il vit dans une grande maison avec Madame Von, sa femme, une de ses 2 filles, son mari et leurs enfants. La maison sur pilotis est constituée d'une grande pièce de vie commune, d'une petite cuisine et de quelques alcôves où dort la famille. La vie s'organise autour du foyer principal. Sur la terrasse sèche le riz, on l'étale le matin, on le ramasse le soir. À notre arrivée, tout le village est au travail dans les rizières. La récolte bat son plein. Monsieur Haï nous propose de les y rejoindre. Au retour, les enfants sont rentrés de l'école, c'est l'heure des devoirs. Le riz est stocké dans la pièce commune. Cette année, la récolte a été bonne. Pour fêter cela, tous les participants sont invités à partager le repas du soir. Nous avions apporté nos provisions, car si les lolos noirs acceptent d'héberger les visiteurs, ils ne leur font pas la cuisine. Exceptionnellement, ce soir, nous sommes invités à nous joindre aux convives. Nous mettons donc nos nems en commun et partageons la soirée et l'alcool de riz avec nos hôtes. Avant que le soleil ne se lève, Madame Von et sa fille sont déjà debout. Il faut faire le petit déjeuner pour les enfants qui partent à l'école. Il faut aussi vanner du riz pour les porcs et la basse-cour qui piaffent au rez-de-chaussée. Lorsqu'il lui reste un peu de temps, Madame Von se met à son métier à tisser. Chez les lolos, du matin au soir, les femmes n'arrêtent jamais. En quittant nos hôtes, nous nous arrêtons au seul point d'eau du village. C'est un lieu de rencontre, on y fait sa lessive. Le bétail s'y désaltère. On s'y fait un brin de toilette. Un peu d'eau fraîche sous 35 degrés est la bienvenue. Notre séjour s'achève. En quittant le village des lolos, les idées se bousculent. Qu'on le veuille ou non, l'évolution continue son œuvre. Sur les marchés, les minorités se côtoient tout en gardant leurs traditions. Des écoles s'ouvrent dans les villages les plus reculés. Tous les enfants apprennent une langue commune, le vietnamien. Partout dans les montagnes poussent des poteaux en béton. Les câbles électriques apporteront bientôt la précieuse énergie
au cœur de chaque maison. Une question taraude mon esprit. Monsieur Haye accrochera-t-il son écran de télévision à droite ou à gauche de l'autel des ancêtres ?